Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus. Aujourd'hui sur Marketing Santé, on va parler réseaux sociaux dans la santé, dans l'industrie pharmaceutique, dans le marketing pharmaceutique, avec une promesse, celle de tout se dire, pas de blabla, pas de langue de bois, pas de questions qui fâchent. On peut parler de tout et surtout avec une approche terrain, j'allais dire, une approche concrète, savoir ce qui bloque dans les laboratoires pour mettre en place ce type de campagne, comment on peut mettre en place des campagnes et comment rester efficace tout en restant, j'allais dire, dans les clous. Alors, je suis Vincent Kemoun, je dirige une agence qui s'appelle Cas Particulier, qui est une agence de Medical Education. Et j'ai le plaisir d'accueillir comme invité Mathieu Gallou. Mathieu, bonjour. Bonjour. On va se tutoyer, Mathieu. Allez, ça te va? On fait ça. Ok, Mathieu, tu es directeur associé et cofondateur, oui. Ou fondateur? Cofondateur d'une agence qui s'appelle Addiction Agency, que beaucoup dans l'industrie pharmaceutique connaissent. J'imagine, tu nous en parleras plus. Et tu es notre référent, j'allais dire, campagne réseaux sociaux, ou en tout cas celui qui maîtrise peut-être le mieux le sujet autour de la table. Et pour co-animer cette émission, j'ai le plaisir d'accueillir Anaël Rouault et, alors je vous présente tous les deux en bloc, d'accord, et Satya Nadaraja. Vous êtes tous les deux dans l'industrie pharmaceutique, en fin de cursus universitaire, puisque vous êtes tous les deux pharmaciens, vous êtes tous les deux... le master marketing pharmaceutique et technologie de santé. Voilà, de Paris-Saclay et surtout de Caroline Mascret, c'est ça, voilà, qu'on salue et voilà, qui nous a recommandé. Alors, toi, Anaël, tu es chez Takeda, tu es chef de produit en onco-hématologie. Et toi, Satya, tu es... chez Amgen en approche servicielle. Ok, voilà. Donc, on a souhaité, Satya et Anaël nous ont aidés à préparer toute cette série d'émissions parce qu'on trouvait que c'était bien d'avoir cette jeune génération qui arrive, qui a plein de questions, qui se pose plein de questions, qui amène aussi voilà, cette fraîcheur, j'allais dire un peu cette naïveté. Voilà, donc n'hésitez pas, vous avez carte blanche, vous pouvez intervenir quand vous voulez, poser toutes les questions que vous voulez. Normalement, on est là pour co-animer tous les trois et pour, j'allais dire, pas passer Mathieu sur le grill, mais en tout cas poser toutes les questions à Mathieu. Alors Mathieu, on va rentrer dans le vif du sujet directement. On va parler campagne pour les laboratoires pharmaceutiques sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai l'impression, tu vas me dire si j'ai tort ou si j'ai raison, que dès qu'on parle réseaux sociaux dans les laboratoires pharmaceutiques, on sort l'épouvantail. C'est sans doute vrai. Alors moi, je vais vous donner mon point de vue avec de ce que je vois côté agence. Ouais. Donc je n'ai pas forcément toute l'histoire, mais disons que j'en ai une partie. Effectivement, les réseaux sociaux, ça pose beaucoup de questions sur des sujets de réglementation, sur ce qu'on a le droit de dire, de pas dire. Et évidemment, il y a aussi toutes les problématiques qui sont liées à comment on va être perçu. Qu'est-ce que les communautés, qu'est-ce que les gens sur les réseaux sociaux vont dire de notre campagne ou du message qu'on va émettre en tant que labo pharmaceutique. On sait qu'on est dans un secteur qui est hyper régulé. On doit faire très attention à ce qu'on dit. Tout doit être vérifié, sourcé, etc. Et de l'autre, il faut qu'on soit en capacité de maîtriser d'une certaine manière ce que les personnes vont dire dans les commentaires sur les réseaux. Les réseaux, il y en a beaucoup. Ils ont des codes qui sont différents, ils ont des façons de fonctionner qui sont différentes, et donc c'est important de savoir comment on les appréhende, de savoir comment anticiper des problèmes qui pourraient survenir, et donc tout ce chemin-là, qui est un chemin qui est en mouvance permanente, parce que les réseaux, voilà, il y a des nouveautés qui se créent très régulièrement sur cette industrie-là, font que parfois pour des labos, c'est difficile d'aller là-dessus et de se dire on se lance là-dedans parce que il y a une capacité d'émergence finalement qui est quand même particulièrement intéressante, mais il faut pouvoir maîtriser ça, donc ça veut dire une bonne connaissance en interne. Est-ce qu'il n'y a pas un côté un peu, enfin j'écoutais ce que tu disais en préambule, est-ce qu'il n'y a pas un côté un peu péjoratif pour les labos de se dire je vais communiquer sur
sur les réseaux sociaux et du coup c'est moins valorisant que évidemment communiquer dans des journaux scientifiques ou moi, je ne pense pas. Je pense que c'est. Moi, je suis plutôt admiratif aussi de certains laboratoires qui sont très avancés aussi sur leur capacité d'appréhender ces réseaux sociaux et qui sont. Nous, on a beaucoup de clients qui viennent nous voir parce que eux aussi, on franchit le pas de se dire, on sait que les réseaux sociaux sont un élément de pouvoir, sont un élément de communication, est un élément qui va nous permettre de communiquer auprès des cibles qui nous intéressent. Donc aujourd'hui, faire des réseaux sociaux, c'est aussi s'exposer à des réactions, mais aussi une capacité d'amplification qu'on ne pourrait pas avoir sur des médias plus traditionnels, où on a un message qui est beaucoup plus top-down. Alors effectivement, on travaille aussi ces messages-là, mais à un moment, si on veut pouvoir toucher ces cibles-là, je pense que vous pourrez en parler aussi, notamment auprès de jeunes générations qui aujourd'hui utilisent tous ces réseaux-là, et il faut aller là-dessus si on veut pouvoir avoir de l'impact. Je pense qu'aujourd'hui, les clients et nos clients nous le demandent sur les KPI, sur les différentes campagnes qu'on a, c'est quel a été l'impact de ma campagne. Ouais, bien sûr, ouais. Aujourd'hui, on sait que sur les réseaux sociaux, on est en capacité de générer de l'impact. Ok. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un bon levier de visibilité, mais du coup, la question qu'on peut se poser, c'est... En fait, il ne faut pas forcément aller dans les réseaux en disant aujourd'hui tout le monde y va, mais est-ce que c'est vraiment en lien avec notre objectif de la campagne ? Bien sûr. Ensuite, souvent, nous, ce qu'on se pose comme question quand on développe une campagne, déjà, c'est qu'est-ce qu'on veut dire, quel est le message qu'on veut faire passer. Donc pour ça, nous, on travaille sur des insights qui vont nous permettre de générer un message créatif qui va pouvoir résonner auprès des cibles qu'on veut toucher. Et puis évidemment, il y a la notion de cible, et les réseaux sociaux sont un des canaux qui peut être activé dans le cadre d'une campagne. C'est pas forcément toujours la solution, mais dans un mix marketing où on peut avoir de la télé, de la presse, parce que c'est pertinent sur les cibles qu'on va vouloir toucher, souvent il y a une réponse réseaux sociaux qui arrive, en tout cas qui est à mettre en regard en termes de potentiel d'audience. Si vous voulez toucher des jeunes dans le cadre d'une campagne, aujourd'hui je vois pas comment vous pouvez vous passer de ça. Oui. Mais c'est valable également pour des personnes plus seniors. Si vous regardez les chiffres sur des seniors, il y a des usages réseaux sociaux qui sont extrêmement importants aussi. Mmh. Donc, en fait, il faut mesurer les choses, partir de la base, se dire quelle est ma cible, et ensuite, où est-ce que je vais la trouver ? Et à partir de là, on peut définir est-ce qu'on va sur les réseaux sociaux ? Si oui, sur quels réseaux sociaux ? Comment on target, etc. Ok, il n'y a pas tant que ça, cette peur d'aller sur les réseaux sociaux dans les labos, finalement. Alors, je pense qu'il n'y a pas la peur d'aller sur les réseaux sociaux. Je pense qu'il y a la peur de certaines fonctionnalités des réseaux sociaux. Ouais. Je dirais qu'on est peut-être maintenant à une étape qui est celle d'après, qui est de dire comment je réussis à maîtriser le mieux possible ce que je fais. Donc aujourd'hui, on arrive quand même avec les équipes des laboratoires, le médical, le réglementaire, à travailler des messages qui sont parfaitement réfléchis, qui sont pertinents, qui sont vérifiés. Donc on délivre des messages qui sont vraiment de qualité sur les réseaux. Et ensuite, c'est comment je vais pouvoir maîtriser les réseaux sociaux, ce qui va être dit, etc. Et donc là, souvent, la première chose qui revient, c'est comment je gère la pharmacovigilance, qui est souvent l'épée de Damoclès. Ouais. Il y a certains labos qui disent, nous, on ferme les commentaires. Voilà, c'est une manière de limiter le problème, clairement. Ensuite, alors, est-ce que, pardon, je t'interromps là-dessus. Est-ce que fermer les commentaires, pour toi, c'est un truc qui est emmerdant, parce que c'est aussi ça l'intérêt des réseaux sociaux, c'est de remonter du commentaire. Alors c'est contre-productif, soyons clairs là-dessus. Maintenant, ce que j'appelle emmerdant. Ouais, je comprends. Maintenant, je comprends que certains labos n'aient pas les capacités à pouvoir gérer sur une campagne de la pharmacovigilance, ou jugent que le niveau de risque est trop élevé pour pouvoir aller là-dessus, et donc finalement vont utiliser les réseaux sociaux plutôt comme un média top-down, et donc voilà, on perd toute une partie des réseaux qui est quand même super importante, qui est la réaction des gens, la capacité à pouvoir avoir du retweet, à pouvoir avoir des répercussions,
vraiment pouvoir avoir des choses qui se passent. Et je vous donne un petit exemple. On a fait une campagne il n'y a pas très longtemps pour Biogène sur une maladie rare qui s'appelle l'ataxie de Friedreich. Et on a collaboré avec une jeune femme qui s'appelle Luna, qui a un compte qui s'appelle Warrior of Ataxia, et dans le cadre des messages et c'est une patiente influenceuse, donc elle partageait son expérience de vivre avec cette pathologie. Et dans le cadre de son discours qu'elle a porté sur les réseaux, elle a interpellé Camille Lelouch, comédienne française, avec une grosse communauté sur les réseaux, qui lui a répondu. Ah oui. Donc quand vous faites ça, vous avez gagné. C'est-à-dire que vous commencez à amplifier votre message, ça permet de toucher plus de monde, ça permet aussi de capitaliser sur les audiences d'autres personnes qui peuvent être pertinentes, qui peuvent amener de la puissance ou de la pertinence. Donc ça permet de faire ça. Si vous avez vos commentaires fermés, forcément vous restez dans votre petit carcan. Donc c'est pas pareil. Et justement, j'avais une question. Là, en ce moment, les réseaux sociaux, c'est ultra régulé. Tout est un peu contrôlé. Tout le monde regarde, tout le monde commente, comme tu as pu le dire. Et on va dire qu'un post ou une campagne peut être hyper vite shooté s'il y a un influenceur, par exemple, qui va dire en commentaire, ça c'est nul, cette campagne, elle est pourrie, etc. Et donc, est-ce que les campagnes que vous créez ne sont pas, dans ce cas-là, trop lisses ? Je rebondis aussi sur cette question parce que je la trouve super intéressante. C'est un peu la question que j'allais te poser quand tu parlais des affaires réglementaires. Est-ce que les affaires réglementaires sont déjà, dès le début, intégrées dans la réflexion ? Est-ce que du coup, je vais encore reparler des affaires réglementaires, mais je trouve que du coup, ils brident tellement la créativité, c'est un peu ce que tu voulais dire. Est-ce que tu ne te retrouves pas avec des campagnes, comme le disait Anaëlle, trop lisses, quoi ? Et avec des messages du coup qui sont moins efficaces, moins percutants. En tout cas, nous, c'est le travail des agences aussi de faire entendre raison à ses clients. Faire entendre raison aux affaires réglementaires. C'est enfoncer une porte. C'est faire boire un âne qui n'a pas soif, ou je sais pas, on peut trouver toutes les métaphores. C'est taper la tête contre les murs. Je pense que chez Addiction Agency, je pense que c'est un peu notre marque de fabrique d'essayer de faire des choses qui n'ont pas été vues en termes de communication. Donc on essaie de trouver toujours un angle différent, pas de côté, pour aller faire des choses qu'on n'a pas vues ailleurs. Et souvent, on est briefé par des équipes marketing qui se disent je fais un truc, je veux le fameux effet waouh, je veux un truc disruptif, un truc qui claque, etc. Donc tu sors, j'imagine, vous sortez à l'agence des campagnes super. On sait très bien tous que les meilleures campagnes sont dans les cartons, restent dans les cartons parce que, et en particulier dans nos métiers, dans notre environnement, parce que le réglementaire ou le médical ou le juridique, je sais pas quoi. Bien sûr, je dis pas qu'on fait jamais de concessions, ça c'est évident. Évidemment qu'il y a certaines campagnes qu'on a créées qui sont des campagnes qui peuvent paraître peut-être un peu lisses parce que ça a été passé à la moulinette beaucoup de choses. Ça arrive dans tout projet, malheureusement. Ensuite, on a certaines campagnes où on a réussi à démontrer que si on était capable d'oser, de pouvoir utiliser les codes de tel ou tel réseau social, on allait avoir de l'impact, on allait être dans le ton, et donc finalement prenez moins de risques, parce que si à un moment vous êtes plus dans le ton, vous êtes ailleurs, c'est là où finalement vous pouvez prendre le risque de vous faire tacler, comme tu viens de le dire, par quelqu'un qui va vous dire mais elle est nulle cette campagne, etc. Et finalement c'est ça le risque, c'est de faire des campagnes nulles. Donc autant faire des bonnes campagnes qui vont être saluées par la critique entre guillemets. Donc je pense qu'il y a plus de risques à faire des campagnes lisses que de faire des campagnes imposées. Je vais garder mon trouble obsessionnel sur les affaires réglementaires, mais c'est difficile quand même. Alors, même si on reste dans le cadre, j'imagine bien que vous avez des notions de savoir ce qu'on a le droit de faire et de ne pas faire. Mais je trouve que souvent, ils brident les campagnes. Vous retrouvez... moi, je ne fais pas de campagne grand public, de ce type de campagne, mais je vois ce qui sort parfois. Tu vois très bien qu'il y a un moment où je peux vous donner un exemple d'une campagne plutôt osée qu'on a fait il n'y a pas très longtemps, qui est avec les affaires réglementaires, qui est sortie. Bien sûr. Tu peux nous dire le labo ?
Ah bah oui, qu'on a fait AbbVie et l'association AFA Crohn RCH, qui s'appelle Action Pressante, sur le sujet des MICI, maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Bravo, c'est une super campagne. Eh ben merci. Où là, c'est typiquement une campagne où les affaires réglementaires, vous imaginez, étaient totalement partie prenante. Voilà. Et donc, sujet de l'accès aux toilettes, qui est un vrai sujet pour les personnes qui sont atteintes de cette pathologie-là. Aujourd'hui, il y a un problème d'accès aux toilettes publiques pour ces personnes notamment, parce qu'il y en a beaucoup trop peu. C'est un sujet qui n'intéresse pas les parlementaires, ou très peu. Et donc, l'idée... Vous pensez qu'il fallait légiférer Exactement. Nous, le brief de départ, c'était de se dire comment on va être capable d'interpeller les pouvoirs publics sur ce sujet-là. Et nous, on est revenu avec cette idée, Action Pressante, de dire, en fait, on va faire une pétition qu'on va imprimer sur des rouleaux de papier toilette. Voilà. Et on va aller remplacer les rouleaux de papier toilette des députés et des sénateurs chez eux. Donc, on s'est infiltré chez eux. On a remplacé... alors, chez eux, je dis... pas chez eux, mais on est quand même dans les toilettes de l'Assemblée nationale et dans les toilettes du Sénat. On a remplacé leur papier toilette. On l'a également fait dans les restaurants alentours parce que c'est là aussi où ils déjeunent souvent. Pour les interpeller là-dessus. Et on a aussi, et c'était ça l'intérêt, on a filmé tout ça pour raconter l'histoire. Et tout ça nous a permis de créer un film qu'on est allé mettre sur les réseaux, qu'on est allé sponsoriser sur les réseaux pour donner de la visibilité à ça. Et ça a marché. On a eu 2 députés qui se sont emparés du sujet parce que ils ont vu la campagne. En plus, on avait envoyé des petits colis très jolis où vous ouvriez, vous aviez une petite boîte magnifique avec à l'intérieur votre rouleau. Donc ça, on l'avait fait porter. D'accord, il y avait le rouleau à l'intérieur. Il y a eu un petit stress un moment. Attendez. Non. Tu parlais d'une petite boîte très jolie. Non, oui. Et donc ça, ils ont reçu ça sur leur lieu de travail. Et on a Jérôme Gage qui a fait un tweet là-dessus, qui a relayé ça en disant que pour lui, c'était un sujet qui comptait beaucoup et qui comptait le repousser effectivement à l'Assemblée nationale. On a aussi une autre députée qui a fait une story Instagram où elle montrait le rouleau, etc. Donc voilà, quand on arrive à ça, on se dit, ça c'est une campagne, d'une part qui a marché, où les clients nous ont suivis. Ouais, mais du coup, c'est quoi l'intérêt pour les clients ? L'intérêt pour les clients, c'est de donner de la visibilité à cette cause. Eux, AbbVie ont effectivement des traitements sur les MICI. Ils sont leaders sur le... écoutez... Là, on est sur les MICI. D'une manière, il y a une pathologie particulière parce c'est les maladies qui sont liées, qui sont associées au MICI. Voilà. Ensuite, pour être tout à fait transparent, c'est mon associé qui a géré cette campagne-là, donc j'ai peut-être pas toutes les réponses à vos questions. On peut, si vous voulez. Mais oui, et puis il y a l'association aussi AFA qui a évidemment participé à ça, qui permettait aussi d'avoir, on va dire, cette association qui nous a permis d'arriver aussi à cette idée-là et à cette volonté de pouvoir faire quelque chose qui est plutôt osé. Je pense que ça a été salué, on l'a vu. Mais du coup, quand vous avez proposé ce projet, ça a été validé directement. Vous n'avez pas eu des petits échanges ou des corrections? Si. Oui, Comment vous avez réussi à convaincre le réglementaire? C'était une compète ou Oui, c'était dans le cadre d'une compète. Évidemment, ces choses-là, ça nécessite des discussions, des validations, du retravail, bien entendu. Mais et c'est souvent comme ça que ça se passe dans les compètes aussi. Il y a eu un gros coup de cœur. Je pense que ils se sont dit là on tient une idée où on sait que ça va émerger. Tout le monde s'est senti c'est approprié le projet, et quand vous faites une compète, tu le sais. Ça se passe aussi sur ce feeling-là, un moment où on sait qu'on a embarqué l'équipe avec nous et que finalement ça devient le projet de tout le monde. Y compris des affaires réglementaires. Exactement. Ouais, bravo. Exactement. Et du coup, là, tu penses que ce qui a marché dans cette campagne, c'était le côté un peu vlogging, de se dire, on n'a pas su comment les atteindre, donc on est allé chez eux. C'est quelque chose qui avait été réfléchi. Alors moi, je pense que ce qui a bien marché dans cette campagne, c'était déjà,
le fait d'être, d'aller chez les députés, chez les sénateurs. Voilà, c'était clair dans la vidéo qu'on avait faite que voilà, c'était une vraie mission d'infiltration en quelque sorte. Il y avait l'objet aussi. Je pense que ça, c'est quelque chose souvent qui est important chez nous. C'est faire une campagne autour d'un objet, c'est aussi quelque chose qui peut être très intéressant. Je peux en parler sur d'autres choses. Le rouleau de PQ, c'est sous-côté. Et puis le rouleau de papier toilette, vous arrivez avec une campagne où c'est un rouleau de papier toilette, déjà vous avez gagné un certain nombre de points d'impact. C'est vrai que ça ne me viendrait pas l'idée que des sénateurs fassent sur ma campagne, on va dire, quoi. Ce serait pas le premier impact que je vois. Est-ce que tu as eu cette objection? C'est intéressant parce que souvent on a ça, tu sais, on n'a pas le droit par exemple de faire des paillassons avec un nom de médicament parce que c'est péjoratif, etc. Vous avez eu cette objection? Nous déjà, c'est des affaires réglementaires, sauf de chez AbbVie où vraisemblablement il fait bon travailler. Nous c'est une campagne environnement, donc on n'est pas en train de parler de produits, donc c'est pas une campagne promotionnelle. Donc à partir de là, on n'est pas en train d'offrir un goodies ou ce genre de choses. Bien sûr. C'est un support de communication. Voilà, et puis j'espère qu'ils s'en sont servis. Je ne veux pas me mettre à dos toutes les affaires réglementaires de tous les labos, parce que j'ai l'air de leur taper dessus depuis tout à l'heure, mais j'ai l'impression que c'est un peu le blocage. Alors, pour moins que vous ayez d'autres questions sur le sujet, mais pour avancer, quand on parle de réseaux sociaux, on parle de quels réseaux sociaux? Parce que les réseaux sociaux, c'est assez large, il y a un éventail assez large. Comment est-ce qu'on choisit les réseaux sociaux? De quels réseaux sociaux on parle concrètement? On a toujours l'impression, quand on parle des réseaux sociaux dans les labos, enfin dans leur tête en tout cas, que vous allez faire des campagnes sur TikTok. Donc tout le monde a l'image du influenceur qui est à Dubaï en train de se filmer. Voilà. Donc de quels réseaux sociaux on parle? Très simplement, nous on repart toujours un peu de la base, c'est de se dire déjà à qui on veut s'adresser dans cette campagne, quelle est la cible, et évidemment en fonction des cibles, on va pas aller sur les mêmes réseaux. Okay. Nous c'est le travail de on a une équipe qui est spécialisée en social media chez nous, de pouvoir faire des recommandations stratégiques sur quels sont les réseaux sociaux qu'on va investir. Ça va dépendre de la cible, ça va dépendre aussi du budget, parce que ça sert à rien d'aller sur plein de réseaux sociaux différents si c'est pour avoir des tout petits budgets. Parfois, il vaut mieux rationaliser et aller sur un et le faire bien. On va parler d'argent tout à l'heure. Ok, très bien. Et donc voilà. Donc évidemment, TikTok est un réseau social que nous on travaille beaucoup depuis ces dernières années parce que c'est quand même le plus gros en termes de volume. Donc on trouve beaucoup nos cibles là-dessus. C'est là aussi où on est en capacité de générer de l'impact. On le voit sur des vidéos, les gens arrivent à regarder, à passer du temps dessus, etc. Donc voilà. Donc si on a les bons codes, si vous faites des TikTok, si vous faites pas des vidéos classiques, quoi. Donc faut faire des TikTok. Si vous voulez aller sur TikTok. Faut les codes TikTok, c'est ça. Exactement. Faut les codes. Et ensuite, il y a d'autres réseaux qui sont très intéressants, en tout cas qu'on utilise nous tout le temps. Instagram, c'est quand même la plateforme de l'influence. Si vous voulez faire TikTok là aussi, mais si vous voulez faire de l'influence avec Instagram, vous avez quand même des outils qui vous permettent de faire vraiment bien les choses, de pouvoir générer des coposts, de pouvoir sponsoriser tout ça. TikTok copie pas mal quand même aussi toutes ces fonctionnalités-là. Voilà, et puis il y a des réseaux qui restent quand même des incontournables en termes de puissance sur certaines cibles. Je pense à Facebook qui reste quand même un réseau où vous avez quand même encore beaucoup de monde. Beaucoup de vieux, c'est ça? Il y a ça pour toi, effectivement. Beaucoup de seniors, pardon. Vous trouvez des seniors dessus, mais de plus en plus, vous trouvez aussi des seniors sur Instagram. Ça s'est beaucoup seniorisé aussi ces dernières années sur TikTok parce qu'à une époque, on se disait mais c'est pour les moins de 13 ans. Mais c'est plus le cas du tout. Si vous regardez les chiffres, vous trouvez quand même des audiences qui sont beaucoup plus matures que ça. Même si ça reste un réseau social plutôt jeune. Mais vous le trouvez quand même sur beaucoup de plateformes. Et puis, il y a d'autres plateformes qui sont intéressantes comme LinkedIn si vous voulez aller chercher du réseau professionnel assez fin. Voilà, des choses à faire là-dessus. Est-ce que tu as vraiment beaucoup d'impact maintenant sur LinkedIn ou c'est devenu un peu plus une vitrine, on va dire, où il y a tellement de choses que finalement les campagnes en elles-mêmes, elles vont même pas toucher la cible qu'on cherche?
encore une fois, c'est toujours une histoire de messages, de formats, de s'approprier les codes, et puis parfois d'en casser les codes pour justement émerger et pas être trop dans le moule, parce que effectivement, s'il y a bien un réseau qui crée des moules, c'est LinkedIn. Ouais. Et donc, c'est là où vous pouvez réfléchir à comment vous faites le petit pas de côté qui va vous permettre d'émerger sur cette plateforme-là. Et puis ensuite, c'est un travail aussi de médiatisation pour pouvoir aller en paid, pouvoir toucher la cible qui vous intéresse véritablement. Si vous voulez toucher un personnel soignant bien particulier, sur LinkedIn, c'est quelque chose qui est possible, que nous, on a fait sur pas mal de campagnes, on l'a fait sur des sujets de vaccination, ce genre de choses, ça marche. Satya ? Moi, j'allais dire, est-ce qu'il y a eu des moments où vous êtes allé sur TikTok en se disant, on emploie les codes, mais que ça n'a pas marché ? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, en fait, quand on va et qu'on se lance sur ce genre de réseaux qui ont une puissance d'expansion qu'on n'imagine pas Sur TikTok, je le disais tout à l'heure, je pense que... Pour le coup, c'est peut-être un des réseaux sociaux qui est le plus codé. D'ailleurs, c'est ce qui mettait, c'était marrant parce qu'ils mettaient ça sur leur business manager en haut, c'est ne faites pas des vidéos, faites des TikTok. Ouais. Voilà. Et donc, je pense que c'est toujours ça la philosophie sur TikTok, c'est de se dire, en fait, il faut aussi s'en approprier totalement les codes. Ça peut passer par de l'influence, ça peut passer par des porte-paroles, qui vont se faire le relais de votre campagne sur ce réseau-là. Et donc, il ne faut surtout pas vouloir arriver avec un message très classique sur TikTok parce que ça, vous n'aurez aucun impact. Donc, il faut travailler avec des choses qui savent faire. Il faut faire du TikTok, quoi. Faites un TikTok. Ok. Voilà. Ouais, c'est... Le format est intéressant. Enfin, du coup, c'est difficile. Enfin, c'est difficile, je sais pas. Il faut copier, singer, j'allais dire, le format TikTok, où vous prenez des TikTokers ou des TikTokeuses qui vous disent « Ah non, c'est pas comme ça qu'il faut le faire, c'est nul. » Souvent, une bonne manière, c'est effectivement de passer par l'influence. Aussi. Ah, ça, c'est autre chose, d'accord. C'est autre chose, mais par un TikToker, par exemple, qui peut... moi, je vous donne un exemple d'une campagne qu'on a faite récemment pour MSD, qui s'appelle Histoire de sein. Campagne pour faire de la sensibilisation sur le cancer du sein triple négatif, qui touche particulièrement des femmes jeunes, qui sont du coup moins sensibles à ces sujets de cancer du sein, parce que on a l'impression que c'est des sujets qui ne concernent que des femmes à partir d'un certain âge, après 50 ans, ou ce genre de choses, ce qui n'est pas vrai sur ce cancer précisément. Et donc, on a créé une activation autour... On a créé un livre, en fait, très joli livre, pop-up book, avec tous les messages de sensibilisation dans une esthétique, on va dire, pour plaire à une cible plutôt jeune de femmes. Très Instagrammable. Donc, on a créé cet objet-là, et l'idée, c'était de se dire, on va passer par des booktokeuses. Donc, c'est des jeunes femmes. Des quoi ? Des booktokeuses. Des booktokeuses. Voilà. Est-ce que tu peux expliquer ce que sont des booktokeuses ? Oui. Donc, c'est des jeunes femmes qui partagent leur lecture sur TikTok. Ok. Très simple. Et donc, c'est des jeunes femmes qui se mettent en scène dans un format assez cadré, très TikTok, où elles vont montrer un livre, elles vont raconter ce qu'elles ont pensé du livre, elles vont le commenter, etc. Elles vont le recommander ou pas le recommander, etc. Et du coup, comment vous les avez choisis spécifiquement ou vous les avez un peu envoyés au hasard ? Est-ce qu'il y a des critères On a choisi, on a fait... Donc, l'idée, c'était de se dire, en fait, on va créer un livre qui va être Instagrammable, TikTokable, et donc on va l'envoyer à un certain nombre de ces booktokeuses qui vont, au lieu de commenter le dernier roman qu'elles ont lu, elles vont montrer ce livre et elles vont faire passer les messages de sensibilisation surtout. Ok, il n'y a pas des booktokeuses santé ? À ma connaissance, non. Il n'y a pas de booktokeuse santé. Quand on est booktokeuse. Mais ça va peut-être bientôt arriver. Mais c'est souvent... En fait, nous, ce qui nous intéressait... le brief, c'était de se dire, on veut s'adresser aux femmes jeunes sur les réseaux. Et donc, finalement, en fait, c'est toutes les femmes jeunes. Donc, on ne veut pas forcément... Je pense que le sujet de la santé, ça doit toucher tout le monde. Et nous, notre rôle en tant qu'agence et avec le laboratoire, c'est de se dire, surtout, on veut faire passer des messages de sensibilisation et avoir de l'impact auprès de ces personnes. Et donc, l'idée, c'était de se dire, passons par des gens, et des personnes, des jeunes femmes qui partagent leur lecture pour mettre dans la main un livre qui est un livre de sensibilisation qui va être
très Instagrammables, très TikTokables, qu'elles vont pouvoir montrer et elles vont pouvoir faire passer ces messages de sensibilisation auprès de notre cible. Mais du coup, vous ciblez, parce que quand on choisit une booktokeuse, donc c'est quelqu'un qui lit des livres. Exact. Sans image, du coup, non. Si. non, mais je veux dire, on s'adresse... ma question, c'est vous ciblez quand même une cible assez élevée. Vous ciblez pas de la TikTokeuse, les Marseillais à Dubaï ou... Bien sûr. Déjà, il y a un travail... Et pourquoi ? Et pourquoi quoi ? Pourquoi vous choisissez plutôt des booktokeuses ? Ou peut-être moins d'abonnés qu'un grand influenceur, on va dire, qui est à Dubaï, qui a, je sais pas, combien de villas. Parce que justement, pour nous, dans l'idée des campagnes, c'est à chaque fois d'arriver à créer un petit pas de côté. Si moi, mon job en tant que patron d'agence, c'est pas d'aller vers la facilité, de me dire, je vais juste me payer le gros influenceur, ça va me coûter très cher, il va passer des messages, mais est-ce que c'est pertinent ? Est-ce que ça va avoir de l'impact auprès de ma communauté ? C'est pas sûr du tout. Ce qui est sûr, c'est que ça va me coûter très cher. Et est-ce que ça sert la cause ? C'est pas sûr du tout. Là, ce qui était intéressant, c'était de se dire, on fait quelque chose qu'on n'a pas vu ailleurs. On va passer par des gens qui ont l'habitude d'avoir une revue de livres et dans leur feed, ils suivent cette influenceuse. On va leur passer des messages de sensibilisation auxquels ils ne sont pas sensibles habituellement, en passant par ce biais-là, en disant tenez, regardez, il y a cet objet et j'en parle, et donc comme c'est quelqu'un de mon âge qui m'en parle, j'y suis encore plus sensible. Et par ailleurs, j'en profite, l'idée c'était pas de s'appuyer uniquement sur ces booktokeuses-là, c'était aussi d'avoir un plan d'amplification derrière ça, et c'était de se dire, une fois que les booktokeuses ont fait leur TikTok, l'ont partagé sur les réseaux, l'ont partagé sur Insta également, et nous on vient amplifier derrière avec du média pour donner une visibilité supplémentaire qui va bien au-delà de la communauté de ces booktokeuses pour aller toucher le maximum de jeunes femmes sur ces réseaux. Et donc on capitalise là-dessus. Et comment est-ce qu'on s'adresse à ces influenceurs, parce qu'on pourrait se dire qu'ils ont peut-être une certaine méfiance ou peut-être une crainte de travailler avec les labos. Est-ce qu'il y a une façon de les aborder sans être maladroit, et comment est-ce qu'on peut aller leur dire en gros, venez travailler avec nous et venez présenter ce produit, quoi. L'argent sûrement, non ? Il y a évidemment il y a une rémunération, puisque pour beaucoup c'est leur job aussi, bien entendu, mais nous c'est certainement pas par ça qu'on démarre dans la conversation qu'on a avec ces personnes. C'est notre rôle à l'agence, on a l'habitude de beaucoup faire ça. On le fait en santé, mais d'ailleurs on le fait pas que en santé, on le fait aussi sur d'autres sujets, d'autres industries. Nous c'est très one-to-one, c'est-à-dire qu'on va aller les contacter. Ensuite, il y a un rendez-vous qui se fait, on va leur expliquer la cause, etc. Et l'exemple que je prenais sur la campagne Histoire de Saint, c'est une campagne qui est noble, entre guillemets, dans sa philosophie. Donc, finalement, le rôle du laboratoire derrière, même si effectivement, un labo, ça peut toujours faire peur dans le cadre d'une collaboration avec un influenceur, c'est jamais un sujet pour nous dans le cadre de la conversation qu'on a avec l'influenceur lui-même, parce que je pense que le sujet est noble, c'est de se dire on veut toucher des femmes qui peuvent potentiellement être en danger si elles ne sont pas au courant de ces sujets-là. Donc, une fois qu'on a fait ça, même, on arrive à bien embarquer les influenceurs avec nous, et souvent, ils nous donnent plus que ce qu'on a prévu. Parce que, ils s'emparent aussi du sujet. C'est le but. C'est le but, c'est de les emmener avec nous dans cette histoire-là aussi. Vous êtes sur quels réseaux sociaux ? Un peu tout, TikTok principalement, parce que c'est un peu l'air. Mais Instagram, ça devient un peu plus un média, j'ai l'impression. C'est pas la même chose, du divertissement sur TikTok et le média. Bon, Facebook, peut-être pour parler à ma grand-mère, mais... oui. Mais non, en vrai, Facebook, c'est quelque chose où je suis moins forcément à l'aise. Puis après, il y a Twitter, maintenant c'est X. Je sais pas si vous allez dessus, parce que je trouve que c'est peut-être un peu trop à côté de la plaque, on va dire. Là, c'est... Sur X, on fait moins de campagnes sur ce réseau.
Déjà, il y a quelques clients qui nous ont clairement dit à un moment, quand il y a eu la mainmise de Musk dessus, qu'on dit on arrête. Voilà, ça a été des politiques. Je revends ma Tesla et j'arrête Twitter. Qu'on dit on arrête, et c'est resté dans les prérogatives groupe. Voilà, donc il y en a, on se pose même pas la question. Et ensuite, sur certaines campagnes, on veut aller toucher des cibles de journalistes ou ce genre de choses. Là, on peut avoir des choses plus opportunistes, de se dire tiens, là il y a quelque chose à faire, parce qu'il y a des capacités de ciblage aussi qui sont intéressantes. Voilà, donc on peut aussi exploiter ça, mais c'est quelque chose clairement qu'on fait moins à l'agence. Dans ma tête, c'est un no-go du tout, avec Twitter et Labo. Non, mais ça dépend des labos. Il y en a qui ont totalement arrêté la communication là-dessus, d'autres pas forcément. Donc vous bossez avec beaucoup de labos sur les campagnes réseaux sociaux, j'entends. Écoutez, oui, beaucoup, je dirais peut-être une petite dizaine. Oui, c'est beaucoup. Voilà. Pour une agence. Voilà. Bravo. Et du coup, tous ces réseaux, ça reste des formats entre guillemets un peu courts. Est-ce que ça vous arrive aussi de se dire d'aller sur YouTube, parce qu'on pourrait dire que c'est un réseau qu'on n'utilise plus trop, mais est-ce qu'il y a encore une force Alors, nous, on le fait effectivement sur YouTube, parce que il y a aussi des capacités de puissance qui sont importantes. On l'a fait typiquement sur le sujet de la taxi de Friedreich il n'y a pas très longtemps pour Biogène. Il y avait un volet qui était activé sur YouTube qui nous permettait de délivrer le message sur des pré-rolls. Donc voilà, des petits formats courts. À un moment où vous voulez faire connaître une maladie qui est inconnue de tous, vous avez besoin d'exploiter ces canaux-là qui sont puissants, qui vous permettent d'avoir un ciblage précis. Typiquement, YouTube en fait partie. Et du coup, quand il y a des présentations qui sont faites par les influenceurs sur YouTube, sur TikTok, etc., est-ce que c'est des choses qui sont très scriptées et très revues en amont par les réglementaires, ou on leur laisse un peu main libre et après vous vérifiez si c'est bon? Comment est-ce que ça se passe, la vidéo en elle-même? C'est assez cadré, clairement. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est que je pense que dans la plupart, enfin en tout cas les laboratoires avec lesquels on travaille, ils ont compris qu'il faut quand même qu'il y ait la patte de l'influenceur qui existe, bien entendu. Et donc ce qui se passe, c'est qu'il y a tout un travail préparatoire qui est fait entre l'influenceur et l'agence pour déjà scripter quelque chose qui va être très défini sur ce qui va être dit, etc. Donc nous, en tant qu'agence, on va arriver avec les incontournables, les messages qu'il faut faire passer, etc. Et ensuite, il y a un travail d'itération qui va se faire avec l'influenceur, qui lui va remettre ses mots, va proposer des choses en plus, va remettre sa DA, comme on dit. Voilà. Et à partir de là, on délivre souvent un script au laboratoire qui va venir faire des corrections lorsque c'est nécessaire. Ça peut être des corrections sur des manières de dire des messages, mais il y a une forme de liberté qui est laissée sur la mise en scène, ce genre de choses. Et ensuite, évidemment, derrière, c'est tourné, produit, et il y a une validation qui est faite par le laboratoire. Ça, c'est on va dire, c'est le process, on va dire, habituel maintenant de ce qu'on fait pour l'ensemble de nos clients. Et du coup, est-ce que ça dure en termes de temps? Parce qu'entre le moment où vous décidez, on va faire une campagne sur les réseaux, et le moment où elle se met en place, est-ce que c'est plus long, moins long qu'une campagne classique? Parce que du coup, j'imagine qu'il y a plus d'échanges, justement, de validation. C'est plutôt plus long, je dirais, si on met là-dedans de l'influence, parce que vous avez aussi des notions de contrats externes qui sont à gérer. Selon les clients, il y a parfois des contrats qui sont faits directement entre le labo et l'influenceur, d'autres où ça passe par l'agence. Et ces notions contractuelles sont des choses qui sont quand même mises en place maintenant dans les labos, mais qui sont toujours sujets encore à discussion et qui peuvent nécessiter quand même des temps de mise en place. Donc il y a quand même des choses qu'il faut prévoir, qui prennent un petit peu plus de temps qu'une campagne classique. Qu'est-ce qui prend le plus de temps? C'est la négociation des prix, des commissions ou... Non, je dirais que c'est des détails liés à la contractualisation, liés à la gestion de pharmacovigilance, voilà. Parfois des règles aussi qui doivent être établies entre l'influenceur et la manière dont il va pousser ses contenus sur les réseaux, ce qui peut être dit, pas dit, etc. Et comme les choses sont pas toujours tout à fait définies d'un point de vue juridique en interne dans les laboratoires,
laboratoire. Parfois, ça nécessite aussi de l'itération avec le labo pour réussir à faire des choses qui soient un peu sur mesure en fonction de l'opération qui est menée. Mais j'ai envie de dire de plus en plus, on arrive à avoir des choses qui deviennent plutôt normées et qu'on arrive à activer relativement rapidement. Je veux dire, est-ce que cette histoire de PV, de pharmacovigilance, ça ne peut pas être réglé une bonne fois pour toutes, quoi. Non. On pense que ça va être le cas, mais c'est pas le cas. Et puis j'en parlais tout à l'heure. Effectivement, ça va dépendre comment votre campagne vous la menez. Si les commentaires sont ouverts, qui va gérer cette pharmacovigilance. Nous, typiquement, c'est des choses qu'on fait à l'agence. Il y a certaines opérations aussi où ils demandent qu'à la fin de la campagne, les contenus soient supprimés. Pour éviter d'avoir une pharmacovigilance qui soit indéfinie, puisqu'à un moment, les contenus finalement restent, et puis vous n'êtes jamais à l'abri qu'il puisse y avoir un commentaire de quelqu'un qui... Est-ce que c'est déjà arrivé? Ça arrive des cas de PV. Bien sûr, nous on en remonte à l'agence. Du coup, vous avez quelqu'un à l'agence qui gère la PV aussi? Plusieurs. Des personnes qui sont formées chez nous, qui vont aller sur les différents canaux où le contenu a été activé pour vérifier quotidiennement qu'on n'a pas de cas de PV qui est remonté. Il n'y a pas moyen de mettre de l'IA là-dedans pour screener Il y a des entreprises qui sont spécialisées là-dedans, qui font ce type de prestations. Ensuite, je ne sais pas si elles sont encore taillées pour des campagnes très limitées dans le temps. Je pense qu'elles interviennent un petit peu plus sur des choses qui sont plutôt une activité, on va dire, de community management annuel, où il faut pouvoir identifier ça. Donc, il y a des prestataires qui sont équipés là-dessus. Nous, on le fait plutôt de manière humaine, entre guillemets. C'est vraiment un travail de tous les jours d'aller vérifier qu'on n'a pas de cas de PV, de répondre à des commentaires, mais ça fait partie aussi de notre travail, d'animer aussi ces pages, ces commentaires. Alors, j'ai un autre point que je voudrais qu'on aborde, c'est est-ce que tout le monde, n'importe quel laboratoire et tous les produits peuvent mettre en place des campagnes sur les réseaux sociaux? Est-ce que ça, on a toujours un peu dans l'image que ça concerne les médicaments grand public, OTC, etc. Bon, on l'a vu, puisque tu nous as parlé de campagne sur le cancer du sein triple négatif, par exemple, ou l'autre pathologie dont j'ai pas retenu. L'ataxie Friedreich. C'est pas facile. J'ai fait allemand première langue pourtant, mais là, pas facile. Est-ce que ça concerne tous les produits? Est-ce que je dois obligatoirement, quand je suis au marketing, penser dans mes campagnes à mettre une place sur les réseaux sociaux? Ou est-ce que ça fait partie d'une stratégie de se dire, je fais des réseaux sociaux, mais je fais pas autre chose, puisque les budgets ne sont pas extensibles. Voilà, c'est beaucoup de questions d'un coup, mais est-ce que ça concerne tout le monde? Est-ce que tout le monde peut mettre en place des campagnes sur les réseaux sociaux? Je pense qu'il faut repartir du départ, c'est de se dire déjà, est-ce qu'on a envie de communiquer en environnement, c'est-à-dire autour de la pathologie? Est-ce que stratégiquement, c'est déjà une bonne idée? Donc ça, c'est la première question à se poser. Et ensuite, nous, on repart toujours de fondamentaux d'agences de pub, qui est de se dire à qui on veut s'adresser. Et une fois qu'on a défini ça, déjà, on va pouvoir se dire, où est-ce qu'on va trouver ces personnes-là? Où est-ce que ça a de l'impact? Où est-ce qu'on va pouvoir trouver une résonance? Souvent, effectivement, puisque nous, ça fait plus de 15 ans qu'on fait ça, les réseaux sociaux sont une réponse. Vous les proposez systématiquement dans vos campagnes? En fait, nous, on part toujours d'idées créatives, c'est-à-dire qu'on va réfléchir à une idée créative. Il se trouve que nous, on vient du digital, on vient des réseaux sociaux, et donc ça fait vraiment partie de notre ADN. Donc, on réfléchit à des idées qui sont centrées sur le digital et comment elles peuvent vivre là-dessus, parce que c'est aussi notre culture. Donc, bien entendu, on réfléchit à ça. Mais ensuite, c'est l'idée créative qui peut parfois se dire, cette idée-là, elle a vraiment vocation à vivre sur ce type de support, parce qu'on voit que le match se fait aussi. Donc, il faut être en capacité de pouvoir être souple par rapport à l'idée qu'on a sortie, et de se dire, c'est là où on va pouvoir y aller. Et évidemment, après, c'est de mesurer où sont les personnes qu'on veut toucher, où est-ce qu'on peut les toucher les plus efficacement. Je pense que les réseaux sociaux sont aujourd'hui souvent une bonne réponse quand même, parce que dans leur pluralité, dans les sujets, la culture qui est véhiculée là, on y trouve toujours... on va dire, une réponse, je pense. Donc, voilà.
Mais est-ce que tu penses pas que, par exemple, si on cherche à cibler typiquement en oncohématologie, notre première cible, ça va être surtout le médecin, le prescripteur, qui sont souvent réticents, ou alors vont dire qu'une campagne, on va dire, sur les réseaux sociaux, c'est peu crédible, c'est des choses ou alors tout simplement ils vont dire mais moi j'ai pas le temps d'aller sur des réseaux sociaux, voilà ce que tu fais ça m'apporte rien. Est-ce que pour toi par exemple dans ce type de patho, c'est une bonne strate ou pas d'aller cibler des médecins, en tout cas des prescripteurs à travers les réseaux? En fait, ça dépend du message qu'on veut porter. Si on a un message qui est extrêmement scientifique, qui est extrêmement technique, etc., c'est peut-être pas forcément la place que vous allez choisir au premier abord. Ensuite, c'est là où il faut réfléchir sur est-ce qu'il peut pas y avoir des porte-paroles. Est-ce que vous pouvez passer par un KOL qui va vous permettre de porter votre message. Nous, je sais qu'on l'a fait sur des sujets de vaccination auprès de médecins, notamment sur le papillomavirus il y a quelques années, quand il y avait une ouverture de la vaccination du papillomavirus chez les garçons, ce qui n'existait pas jusque-là. On est allé faire une campagne sur LinkedIn où on est allé cibler des médecins pour leur dire que finalement le papillomavirus c'était pas que quelque chose qui concernait les filles, ça concernait aussi les garçons. Donc c'était aussi une manière de se dire on peut aller sur les réseaux. Moi j'y crois pas trop entre guillemets aux médecins qui ne vont jamais sur les réseaux sociaux. Il y en a sans doute, bien entendu, mais il suffit de regarder les chiffres. Aujourd'hui vous avez des chiffres qui vous disent sur LinkedIn vous savez que vous avez X milliers de médecins qui s'y connectent tous les jours. Donc ils y sont. Voilà. Donc il y en a une partie que vous n'aurez peut-être pas et que vous ne pourrez avoir qu'avec de la visite médicale ou par d'autres canaux, par de la presse ou ce genre de choses. Mais aujourd'hui, si vous regardez les chiffres, les réseaux sociaux, vous pouvez toucher du monde. Il y a un vrai impact et c'est un vrai avantage pour les labos d'y aller, donc il faut les encourager. Bien sûr. Bien sûr, nous on l'a déjà fait plusieurs fois sur LinkedIn et également sur d'autres sites qui étaient spécialisés où on savait qu'on allait toucher très précisément tel et tel type de spécialistes, avec une campagne. Les médecins, ils vont aussi sur Insta, très certainement sur TikTok. Bien entendu. Les labos ont souvent l'impression que les médecins c'est une race à part, ou une catégorie à part, qui fait passer. C'est les labos là. C'est des gens comme nous qui fait passer course le samedi chez Leclerc, qui ne regarde pas la Starac le samedi soir, du coup. Pour le coup, voilà, ils ont toujours cette impression-là, quoi. Donc, ça ne doit pas être facile de convaincre les labos d'aller... Il faut surtout changer le mindset des labos, finalement. Ça, exactement. Et puis, je pense que venir avec des chiffres aussi. Tu as des exemples, là, par exemple, d'une de tes campagnes où tu sais qu'il y aura plus d'impact pour un labo qui est passé par les réseaux par rapport à un autre. Alors comment ça se mesure? Ouais, c'est ça. En fait, nous, ce qu'on a l'habitude de faire déjà, c'est on travaille en amont lorsqu'on va travailler. Si on parle de professionnels de santé, on va travailler déjà sur le ciblage, voir quels sont les potentiels sur les réseaux sociaux qu'on va pouvoir activer. Donc, si c'est sur LinkedIn, par exemple, on est en capacité, avant de lancer quoi que ce soit, de savoir combien de personnes on est en capacité de toucher en fonction du budget qu'on va mettre. Si vous mettez 50 000 euros d'achat média, en voulant toucher des médecins généralistes, par exemple, on va pouvoir vous dire, sur une campagne qui va durer 30 jours, par exemple, on va toucher entre X milliers de médecins généralistes et nous donner des fourchettes qui vont nous permettre aussi de montrer à notre client quel est l'impact qu'il va pouvoir générer avec sa campagne. Et ensuite, il y a évidemment une analyse qui est faite post-opération et pendant l'opération, évidemment, ce qui nous permet aussi d'affiner le média en fonction de ce qui marche pas. Souvent, on a plusieurs formats de messages aussi qui est diffusé, donc ça nous permet aussi d'optimiser tout ça et ça nous permet à la fin de voir quel a été l'impact. Et ensuite, on a aussi des études d'impact qu'on peut faire en fonction des opérations qu'on mène. Alors ça, c'est sur des campagnes, on va dire, où on a quand même des budgets plus conséquents, parce qu'une étude d'impact, ça coûte quand même un petit peu d'argent, qui nous permettent de mesurer des choses, c'est-à-dire
par exemple, des personnes qui ont été exposées à la campagne, est-ce qu'elles vont changer leur comportement? On a déjà fait des campagnes, par exemple, sur des personnes vivant avec le VIH. Le but, c'était qu'ils reprennent rendez-vous avec leur médecin pour parler de leur qualité de vie. Ça nous a permis de dire qu'après la campagne, on avait 50% des gens qui avaient été touchés par la campagne qui déclaraient avoir la volonté de reprendre rendez-vous avec leur médecin. Voilà, on l'avait fait aussi en hépatite C. On avait fait une grosse campagne il y a 5-6 ans pour du dépistage d'hépatite C, puisqu'il y avait environ 75 000 personnes en France qui ont l'hépatite C sans le savoir. Et le problème, c'est que si vous ne le savez pas, vous finissez par avoir un cancer, une cirrhose. Et cette campagne-là, qui était une grosse campagne, à la fin, on a pu mesurer qu'il y avait une hausse de 15% de prescriptions de dépistage chez les médecins généralistes. Donc, quand vous arrivez avec ce chiffre-là à la fin de votre campagne, vous dites, on a fait bouger les choses. Sur les réseaux sociaux. Alors ça, c'était une campagne qui allait bien au-delà des réseaux sociaux. D'accord. Pour le coup, c'était vraiment une campagne 360. Mais ça ne change pas fondamentalement l'histoire. Ça reste de la mesure d'impact de campagne, en fait. Ouais. Mais typiquement, les labos, ils ont toujours... je ne veux pas non plus mordre la main qui nous nourrit tous, mais ils ont toujours besoin d'avoir des chiffres parce que eux, c'est assez, j'allais dire, presque assez facile. Je fais une campagne, je regarde si les prescriptions, elles augmentent ou pas. Là, on est plus sur de l'environnement. Donc, du coup, j'imagine qu'ils te demandent aussi des chiffres. Quels chiffres on peut donner, quoi? Par exemple, pour reprendre le cancer du sein triple négatif, c'est quoi le retour, j'allais dire, sur investissement? Parce qu'ils veulent tous savoir... Comment ils savent que ça a marché? Le ROI... Ils voudraient recommencer derrière. Bon, déjà, c'est un sujet, nous, qu'on porte depuis pas mal d'années avec MSD. Donc, c'est pas notre première campagne avec eux sur le cancer du sein triple négatif. Nous, ce qu'on est en capacité de faire sur ces campagnes-là, c'est effectivement mesurer en amont le potentiel impact qu'on peut avoir. Donc, ça, c'est le travail de nos équipes social médias, de pouvoir identifier ça. Et ensuite, c'est de mesurer concrètement combien de personnes ont commenté, ont vu la vidéo, quelle a été la durée de chiffres, bien entendu, bien sûr. Quelle a été la durée de vue de visualisation des films qui ont été diffusés, et vous le savez, si vous avez un gros volume de commentaires, si vous avez des temps de visionnage des vidéos qui sont hauts, vous avez de l'impact si vos contenus sont bien faits. Et ensuite, la vraie manière de mesurer ça, et moi je le recommande dans les campagnes quand on peut le faire parce que ça a un certain coût, c'est de faire une vraie mesure d'impact. Et ça vous permet de comparer des populations qui ont été exposées à la campagne et d'autres non exposées, et de faire la comparaison. Est-ce que vous avez fait bouger les choses? Je sais qu'il y a quelques temps, je ne sais pas s'ils le font encore sur YouTube, quand vous aviez un gros volume d'achats médias chez eux, ils vous faisaient ce qu'on appelle un brand lift. Donc concrètement, ils étaient en capacité, au travers de sondages que vous voyez de temps en temps passer quand vous êtes sur YouTube, vous voyez, vous posez une question, est-ce que vous avez vu cette pub? Oui. Voilà. Moi, et donc, un compte payant, donc du coup, j'ai pas... bravo. Et donc, ils sont en capacité, une fois que vous avez fait la campagne avec eux, de voir ce qui a bougé sur des items de marque. Je sais qu'on l'avait fait il y a quelques années, nous, pour Lactel, donc sur des sujets du lait, perception du lait, sur les réseaux. Et donc, on avait fait toute une web-série, format long, et on a fait un brand lift avec eux qui nous ont permis de montrer comment la perception de la marque avait évolué post-campagne sur de l'intention d'achat, sur est-ce que c'est une marque sérieuse, est-ce que c'est une marque auquelle j'adhère, est-ce que j'adhère au discours qui a été proposé. Ça, c'est des items qui sont hyper précieux pour les marques pour savoir si la campagne elle a marché et est-ce que ça aide in fine la marque. Ok, du coup, je fais la transition avec le dernier point. On arrive presque à la fin de l'émission. Ça coûte combien? Alors, je sais, ça coûte combien une voiture? Ça veut rien dire, mais est-ce que c'est plus intéressant, je vais formuler la question différemment, est-ce que c'est plus intéressant de mettre 100 sur une campagne réseaux sociaux que de mettre 100 sur une annonce presse ou sur de la visite médicale, puisque les budgets, encore une fois, ne sont pas extensibles. Donc, comment est-ce que je choisis et combien ça coûte? Je sais que tu n'auras pas la réponse à combien ça coûte. Non. Non, ce que je peux dire, c'est que, en fait, il faut
il faut voir très précisément comment les choses s'organisent. Nous, c'est notre travail à l'agence d'avoir des recommandations là-dessus, c'est-à-dire sur quoi je mets l'effort. J'aurais tendance à dire, il y a un peu deux cas. Il y a un peu le cas, j'ai un petit budget. Moi, j'aurais tendance à dire, là, il ne faut pas s'éparpiller. C'est-à-dire, il vaut mieux se dire, je fais une campagne qui est full réseaux sociaux et au moins, je vais pouvoir mettre l'effort là-dessus. Ou au contraire, se dire, je sais que ma cible, elle est aussi très présente sur de la presse, par exemple, et je vais me concentrer là-dessus parce que du coup, je ne vais pas avoir de trop gros frais techniques et je vais pouvoir maximiser mon enveloppe média pour toucher ma cible. Donc, j'ai envie de dire, ça, c'est le premier cas. J'ai un petit budget et voilà. L'intérêt des réseaux sociaux quand même, c'est que souvent il y a un ticket d'entrée qui est relativement accessible par rapport à d'autres médias où il faut quand même un ticket qui est plus élevé. Donc ça permet quand même de mener une campagne. Voilà. Est-ce qu'on peut dire qu'on n'est pas à l'abri du ticket de loto aussi? C'est-à-dire que je peux faire démarrer sur un truc qui va devenir viral. Il y a un côté assez aléatoire. Exactement. Parce qu'a fait Intermarché, qui ne s'attendait pas à avoir 1 milliard de vues sur la vidéo avec le loup. Mais, Exactement. Non, c'est le succès des réseaux sociaux. C'est ce que cherchent les agences et les marques. Voilà, c'est d'un coup un coup de projecteur qui va permettre de donner à la campagne une toute autre dimension. D'être invité chez Yann Barthès. Exactement. Et après, il y a, je pense que l'agence d'Intermarché sait très bien faire ça. C'est-à-dire, c'est très bien faire de la publicité et c'est très bien l'amplifier aussi. Donc c'est des choses qu'on fait aussi, c'est-à-dire que nous, de plus en plus, on nous demande aussi des campagnes qui sont RPisables. Donc, alors, on va faire une parenthèse, après peut-être qu'on coupera au montage, mais cette campagne sur le loup, la campagne Intermarché, en vrai... En fait, je pense que ce qui a marché... Je pense qu'ils ont bien raconté l'histoire, parce que le film en lui-même... Non, le film en lui-même, il est assez classique, mais je pense que ce qui a marché, c'était que il y a eu un essor du coup de plein de pubs sur Noël qui ont été faites par l'IA. Et je crois que du coup, c'est cette pub qui s'est démarquée parce que qu'elle n'était pas faite par l'IA. Justement. Moi, j'ai été déçu que ça soit pas fait par l'IA. Je m'attendais à ce qu'on me dise, regardez, putain, la vache, ça a été fait par l'IA. Mais regarde la pub McDo, elle a flop. Et ils ont fait un bad buzz Intermarché juste après parce que du coup, ils ont fait un espèce de photomaton, mais du coup, qui était généré par l'IA. Donc la photo, et du coup, ça, ils se sont pris une retour de bâton par rapport à la campagne de base. Non, et ce qui est fort, c'est que je pense que la campagne, elle a infiltré un peu tous les sujets de conversation. Moi, je regardais des influenceurs cinéma, etc., qui se sont mis à la commenter. En fait, tout le monde s'est mis à la commenter. La force du truc, c'est ça. Ça a commencé comment je pense qu'il y a un buzz, il a commencé comment? Il y a plusieurs choses. Il y a d'une part le fait que, mine de rien, c'est une campagne qui a été extrêmement diffusée. C'est-à-dire que quand vous êtes Intermarché, vous achetez du média, et je pense qu'il n'y a pas grand monde qui passe à côté. Voilà. En plus, il faut avoir en tête que Intermarché, ils ont réussi à créer une véritable saga depuis ces dernières années, et je pense que quand il y a un film Intermarché qui sort, tout le monde regarde. Mais ils ont surtout le milieu de la publicité. Mais maintenant, il y a une forme d'attente quand même. Ils ont quand même fait des choses meilleures que celle-là. Alors, en tout cas, que moi j'ai trouvé plus publicitaire que le film avec le loup. En plus, l'histoire du film avec le loup, c'est quand même l'histoire de l'oncle qui raconte l'histoire. C'est ça qui est drôle. Et on n'a parlé que du studio de créa, des 80 personnes qui avaient bossé, que c'était pas de l'IA, et que justement. Mais je pense qu'ils ont réussi à surfer sur des sujets de société qui leur ont permis d'amplifier ça, plein de petites choses. Il y a eu le fait que c'était Intermarché, donc c'est vu. Il y a eu le fait qu'ils ont sans doute très bien travaillé les RP autour de ça, avec aussi le studio de Montpellier, etc. Le fait qu'ils arrivaient à un moment où l'IA prenait un peu tout le sujet des conversations autour de
de la création publicitaire et encore plus sur des sujets d'animé. Voilà, et effectivement, McDo venait de se faire toper sur sa pub IA, qui avait été déjà un gros buzz, un gros bad buzz sur ce sujet-là. Et donc, ça arrivait dans un contre-pied du marché qui était absolument parfait. Donc, je pense qu'il y a eu un petit alignement des planètes. Le film, il est super. Et effectivement, comme je le disais, je pense qu'ensuite, tout le monde s'est mis à le commenter. En bien ou en mal, d'ailleurs, parce que c'est un peu toujours ça qui se passe. C'est-à-dire que, un petit peu comme tu le fais, exprès pour... Non, parce que j'avais l'impression qu'il était de bon ton de trouver que le film était bien. Et honnêtement, j'ai essayé de dire qu'il était bien. Puis à un moment, je me suis dit, non, merde. Mais ça, du coup, le fait que des gens disent qu'il n'est pas bien, ça a continué de faire parler du film. Ouais, bien sûr. Donc aujourd'hui, et puis il y a l'histoire des poissons. Il y a eu l'histoire des poissons qui était le seul animal qui était finalement tué dans le film. Donc il y a eu après il y a eu des ONG qui se sont mis sur le sujet, qui ont lancé des pétitions. Donc en fait, c'était du good buzz, bad buzz qui servait finalement à un buzz global. Ils ont vraiment touché tous les sujets possibles. Et ensuite, ils ont un patron aussi qui a été très actif là-dessus, qui est allé sur les plateaux, qui a fait créer la mascotte, la peluche. Ils en ont voilà, Non, c'est pour décembre prochain. Ouais, ils ont créé de la rareté en plus. Ils ont dit on le fait qu'en France parce qu'il faut. Et ils ont tout à fait raison parce que ils ont dit on en a produit 100 je crois ou un truc comme ça là pour en sortir quelques-unes. Et ils ont dit là il y a quelques jours que ça allait devenir la mascotte officielle de. Est-ce que c'est le genre de campagne que vous souhaitez mettre en place pour un labo ou Bien sûr. Tout le monde. On rêve tous de ça. C'est typiquement une campagne qui sort de son cadre. Ensuite, je pense qu'il y a un exercice de style dans les pubs Intermarché qui est un peu à part. Quand vous voyez la longueur des films, bien sûr. Il n'y a aucun autre annonceur qui fait ça. Le film, il fait 2 minutes 30. On l'accepte que parce que c'est Intermarché, c'est ça aussi. Si on regarde un film aussi long parce que c'est eux. Oui, parce qu'on sait qu'on va avoir un niveau de qualité qui va être excellent. Et donc vous avez et donc mais ce qui était intéressant, le patron disait ça, on a réussi à créer notre identité publicitaire. Ça, je pense que c'est fort avec ça. Encore une question? Non, alors on termine cette émission par, un point concret, une idée qu'on doit retenir de cette émission, Anaëlle. Il faut que les labos foncent sur les réseaux. Moi, j'allais dire, il faut oser se poser les bonnes questions plutôt que d'avoir peur et pas agir. Tu vois, il prêche pour ta parole. C'est sympa. Bon, nous, on est là pour aider. Donc, je pense qu'aujourd'hui, de plus en plus, il y a des personnes qui sont très fines sur aussi ces sujets-là dans les labos et qui permettent aussi de challenger les agences, de savoir où il faut aller. Et nous, de notre côté, on est là pour accompagner sur les bons leviers, les bons canaux, les bonnes personnes avec qui travailler pour que ce soit un succès. Ok, super. Donc, on aura tes coordonnées dans la description de la vidéo. Sympa. Et puis, puisqu'on parle puisqu'on parle réseaux sociaux, cette vidéo sera sur notre chaîne YouTube. Donc, n'hésitez pas à liker la vidéo. C'est comme ça qu'il faut faire. C'est ça, liker, vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour rester informé des nouvelles vidéos qui vont être mises en ligne. Merci à tous les trois. C'était super. On a parlé de tout. Est-ce qu'on a tout abordé, ce qu'on s'était dit qu'on allait aborder voilà. Ok. Je vous remercie. Je vous donne rendez-vous prochainement pour un nouveau débat sur marketing santé. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Merci. À bientôt.